Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Lancement de la mission d'instruction pour la signature d'un troisième C2D. Les parties ivoiriennes et françaises se penchent sur l'exécution de la feuille de route de ce contrat de désendettement et de développement. Une tranche qui porte sur 751 milliards de francs CFA. Selon le gouvernement, cette enveloppe va prendre en compte les défis et priorités de l'État en cohérence avec le PMD. Les partenaires de la Côte d'Ivoire multiplient les actions. Le Japon apporte sa contribution dans la lutte contre la Covid-19. Le pays fait don de 2,2 milliards de francs CFA, un montant pour renforcer les capacités sanitaires de 5 hôpitaux dans le Grand Abidjan. Les gouvernements ivoiriens et japonais ont signé hier les notes. Et puis, ils sont plus de 16 000 élèves concernés par les épreuves physiques et sportives de la formation professionnelle. Les examens à grand tirage dans ce domaine ont démarré et aujourd'hui, les responsables du système s'assurent du bon déroulement de la session 2020. Je suis de retour, on reprend le boulot. Voilà ce qu'a déclaré le Premier ministre hier face à ses collaborateurs. Amadou Gon Coulibaly a repris le travail. Il a fait son retour à la primature dans un accueil chaleureux, une reprise qu'a suivi Gabriel Zani. Quand le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly arrive ce lundi matin à la primature, le personnel l'applaudit. Des applaudissements qui sonnent comme un triomphe après 2 mois d'absence hors de la Côte d'Ivoire. Avec le regard plein d'admiration, les ovations ne cessent que quand il se met au pupitre dédié à son accueil. Vous imaginez donc mon émotion en arrivant ce matin donc à la primature. C'est une émotion légitime. Amadou Gon Coulibaly n'a pas perdu de son humour pour ceux qui travaillent avec lui. Il encourage, félicite ses collaborateurs et surtout, il allie satisfaction et reconnaissance à l'endroit de son intérimaire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Par rapport à toutes les réunions interministérielles, je peux voir que comme à titre personnel, je peux être fier du cabinet du Premier ministre. Et je sais qu'en bonne coordination avec le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, la primature donc, a fait son boulot et a tenu. Maintenant, je suis de retour, on reprend le boulot. Le travail, et c'est dans l'immédiat des minutes après cette brève entrevue avec le personnel, une délégation conduite par Jules Huberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, l'attendait déjà à la salle A de la primature. Il s'agit d'une mission d'instruction d'un troisième C2D et les discussions ont commencé aujourd'hui. Elles devraient s'achever à la fin de la semaine. Le C2D, le contrat de désendettement et de développement, un dispositif qui ne saurait attendre plus longtemps au regard du contexte de la crise sanitaire. Le troisième C2D a été lancé ce lundi à la primature. On va rester justement avec Gabriel Zani à la primature qui parlait de ce portefeuille du troisième C2D estimé à plus de 751 milliards de francs CFA. La mission d'instruction de cette tranche du contrat de désendettement et de développement lancée, les parties ivoiriennes et françaises vont échanger sur les modalités de mise en œuvre. Les axes stratégiques sont notamment la sécurité, l'éducation et le transport avec la ligne 1 du métro d'Abidjan. La Côte d'Ivoire et la France, les 2 parties importantes pour ce partenariat, le troisième C2D, le contrat de désendettement et de développement, le lancement de la mission d'instruction du troisième C2D a été effectué. Cette mission d'instruction vise entre autres à définir le cadre financier pour en dégager la durée, les secteurs de projet à financer, l'enveloppe budgétaire à allouer. De tous les leviers de la coopération, le C2D reste bien la colonne vertébrale du partenariat franco-ivoirien. Le contrat de désendettement et de développement constitue donc un mécanisme innovant de financement du développement. Il permet de combiner des investissements, construction d'écoles et de collèges, réhabilitation de centres de santé, des programmes de formation et de renforcement des capacités. La France, le premier pays bailleur de la Côte d'Ivoire, a mis à exécution 2 programmes successifs de C2D qui ont permis d'apporter des solutions durables à des problématiques liées à la santé et l'emploi des jeunes et à l'éducation. Ce troisième C2D intervient donc à point nommé dans ce contexte de coronavirus. Cette situation affecte grandement la dynamique socio-économique amorcée depuis 2012. Le gouvernement devrait alors redoubler d'efforts pour maintenir la résilience et préparer une reprise d'activité rapide. Il s'agit de renforcer les acquis des programmes engagés avec le CD2 dans ces différents domaines. Le renforcement de notre système sanitaire, la diversification de notre économie,
notamment pour la production locale de certains matériels et fournitures médicaux, et la formation des professionnels de la santé devront être accélérées. Au cours de la mission d'instruction, il sera question aussi de faire le point des 2 premiers programmes du CDD qui sont actuellement en cours d'exécution. Le premier CDD a été signé en 2012. 8 ans après, ce sont plus de 1100 milliards de francs CFA investis dans des projets de développement. Et toujours hier à la primature, le gouvernement améliore l'offre de soins. Bientôt la construction de 200 établissements sanitaires de premier contact et rénovation de 446 autres. Des contrats signés avec des opérateurs privés et un projet qui concerne toute l'étendue du territoire national. Et on va s'intéresser à présent à l'activité parlementaire. Les conséquences de la Covid-19 préoccupent l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président Amadou Soumaoro a présidé une réunion hier par visioconférence. Les membres veulent proposer des solutions à cette crise sanitaire, mais aussi économique. Les participants ont également évoqué d'autres questions qu'on voit avec Moussa Konaté. Je soumets à votre approbation l'adoption de l'ordre du jour. Réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie par visioconférence. Le président Amadou Soumaoro préside la séance. Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment la pandémie de Covid-19 qui secoue le monde depuis des mois. Cette pandémie touche 188 pays, donc presque la totalité de la planète, et a provoqué à ce jour la mort de près de 500 000 personnes et le confinement de plus de la moitié des 7,7 milliards d'habitants du globe. Face aux conséquences économiques et sociales de la maladie à coronavirus, le bureau de l'APF a adopté une proposition qui sera soumise à l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Lors de la première réunion du bureau, le secrétaire général parlementaire avait proposé l'annulation de la dette des pays africains à cause de la pandémie. Au cours de cette réunion, nous avons validé cette proposition, nous avons adopté cette proposition. Le bureau de l'APF a aussi examiné l'état d'avancement de son programme numérique avec la mise en place d'un portail numérique parlementaire francophone. C'est la deuxième réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie après celle tenue à Dakar au Sénégal en janvier dernier. Pour rappel, le bureau de l'APF se réunit 2 fois par an. Et on se rend à présent à Yamoussoukro au pouvoir dans l'autre chambre du Parlement, le Sénat. On note cette innovation importante. Désormais, les travailleurs indépendants ont une couverture sociale. Les agriculteurs, les artistes religieux et autres bénéficient d'un régime de prévoyance sociale. Ils seront assistés pendant la vieillesse, la maternité et les cas de maladies professionnelles. Le reportage de Kader Sogodogo. C'est convalescent et déterminé à assurer les responsabilités qui lui reviennent que Pascal Kwaku Abinan s'est présenté ce lundi 6 juillet 2020 devant les sénateurs à Yamoussoukro. Dans son parafeu, 2 projets de loi, un portant définition et organisation des institutions de prévoyance sociale et un autre portant institution de régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants. Ici, artistes, agriculteurs et autres seront bientôt pris en compte. C'est le groupe des agriculteurs, tous ceux qui sont dans l'agriculture sont d'ailleurs les plus nombreux. Il y a les artistes, il y a les religieux, il y a les artisans, etc. Donc, comme vous voyez, c'est une majorité, j'allais dire, écrasante de la population active qui se retrouve dans ce secteur des travailleurs indépendants et qui était jusque-là pas pris en compte par le régime de la sécurité sociale. À la demande des groupes parlementaires, les sénateurs ne feront aucune difficulté pour ratifier les 2 projets de loi. Un passage devant les sénateurs mis à profit par le ministre Pascal Kwaku Abinan pour apporter sa contribution à la lutte contre la Covid-19. Il a été atteint par cette maladie, il s'en est sorti, les souvenirs douloureux demeurent. Je me suis retrouvé à l'hôpital et après des examens, on me dit que je suis atteint de la maladie. Donc j'ai fait
le confinement, le traitement pendant 2 semaines. Et le professeur qui m'a suivi m'a déclaré guéri. Je recommande à ceux qui ne croient pas encore, c'est une maladie invalidante et il ne faut pas jouer avec parce qu'il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, est la structure étatique en charge de la mise en œuvre du régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants. Et on reste au Sénat à Yamoussoukro avec Kader Sogodogo. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, était face aux sénateurs. Ces parlementaires ont voté pour la ratification de l'ordonnance relative à la prorogation du prélèvement compensatoire sur les importations en Côte d'Ivoire de volailles mortes de basse-cour. Les importations des produits avicoles congelés hors CEDEAO ont constitué à partir de 2003 plus de 64% de l'offre nationale. Un préjudice certain pour les aviculteurs locaux. Pour freiner l'étranglement, le prélèvement sur la viande de volaille allait connaître une hausse. Un plus-value qui allait servir à financer le développement local. Dans la foulée, l'impact a dépassé les 100 milliards de francs CFA pour le bonheur des acteurs locaux. La loi autorisant ce prélèvement d'une durée de 10 années arrive à terme. Sa prorogation devient donc une nécessité. Le PSV a eu de nombreux impacts positifs sur le développement de la filière avicole ivoirienne, avec une consommation passant de 0,21 kg par habitant et par an à 2 kg par habitant et par an, et notamment par la compensation du manque de compétitivité de cette filière vis-à-vis des importations et la garantie d'une part de marché aux acteurs locaux. Moussa Dosso va obtenir le quitus des sénateurs. L'actualité sanitaire avec la Covid-19 n'épargne pas le domaine de l'aviculture. L'État demeure proche des acteurs. Concernant le secteur de l'aviculture, c'est plus de 10 milliards 600 millions qui ont été consacrés aux effets justement de l'impact et répondre aux mesures à mettre en œuvre pour passer cette période de la Covid-19 qui fait beaucoup de mal à notre économie. L'État y a mis à peu près 3 milliards et les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, a mis 8 milliards pour aider le secteur. Donc, à la question de votre réponse, oui, l'impact est réel et l'État a mis en place et les partenaires techniques pour répondre à cet impact. Le prélèvement sur la viande de volaille importée est passé de 400 francs CFA à 1000 francs CFA. Sa prorogation vient pour renforcer le dynamisme dans le secteur de l'aviculture en Côte d'Ivoire. Et depuis ce mardi matin, démarrage des épreuves physiques et sportives, des examens à grand tirage de la formation professionnelle. Plus de 16 400 candidats affrontent ces examens de la session 2020. Le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique s'assure du bon fonctionnement des évaluations. Un bon déroulement dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19. Jean-Marc Diadji. Centre d'enseignement technique et industriel de Marcory. Il est 8 heures. Ici, le représentant de Brice Kwasi, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique, lance officiellement les épreuves physiques des examens à grand tirage de la formation professionnelle session 2020. Après entretien avec le directeur du centre et les examinateurs, il s'assure avec les équipes de la direction des examens et concours du respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale, le lavage des mains, le port du masque et la formation de 40 candidats maximum par atelier. Des dispositions prises en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19. Les premières mesures concernent les épreuves qui seront soumises aux candidats. Il s'agit des sports individuels, comme l'a souhaité M. le secrétaire d'État Brice Kwasi. Donc pas de sport de contact. Vous avez dû vous rendre compte qu'à l'entrée de l'établissement, il y a un dispositif de lavage les mains. Autour des différents aires de sport, il y a des dispositifs de lavage des mains. Les candidats portent des masques de protection avant les épreuves, mais pas pendant les épreuves pour qu'il y ait la latitude de s'oxygéner correctement. Les représentations du secrétariat d'État, c'est-à-dire les directions régionales, sont tenues de veiller à ce que cela soit strictement respecté. 16 473 candidats des filières BEP,
CAP et BT tertiaire et industriel affrontent ces épreuves physiques dans 52 centres sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves physiques des examens à grand tirage de la formation professionnelle prendront fin le vendredi 10 juillet 2020. Et on reste dans la formation, lancement de la 6e édition de la Caravane du français. Un rendez-vous culturel tourné vers la promotion de cette langue. Il s'agit d'une émission concours télévisé et radio pour le perfectionnement des élèves et étudiants, une initiative soutenue par la RTI. Serge Coléa. Émission d'éducation culturelle et littéraire, la Caravane du français met en compétition les meilleurs élèves et étudiants de la langue française. Objectif, améliorer le niveau de langue de ses locuteurs. La 6e édition s'annonce avec des innovations majeures. Nous avons essayé d'élargir la cartographie que couvre la Caravane du français, de sorte que certaines localités qui par le passé n'étaient pas sollicitées l'ont été. Et nous allons au niveau même du contenu apporter des améliorations pour rendre le concours plus attrayant et bien sûr plus sélectif. Autrement dit, le nombre de communes concernées passe de 10 à 16. Une touche culturelle et traditionnelle sera ajoutée aux épreuves. Le ministère de la Culture et de la Francophonie apporte son appui à cette caravane. Avec l'avènement des nouvelles technologies, les populations s'éloignent de plus en plus du français normé. Et cette caravane permet de restituer la langue française à sa grandeur. Elle permet de rapprocher les populations de cette langue. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, est partenaire de la Caravane du français. Elle se félicite d'associer son image à cette tribune d'excellence. Et nous soutenons cette initiative parce que ce sont nos enfants qui sont concernés. Les élèves et les étudiants, vous constatez que le niveau baisse. Donc à travers cette caravane, c'est emmener les jeunes à améliorer leur français, éviter des fautes de grammaire, éviter des fautes d'orthographe. Donc je pense que c'est une initiative que la RTI, avec beaucoup de plaisir, soutient en tant que partenaire. La caravane du français sera diffusée sur les antennes de la RTI du lundi au jeudi. L'émission va durer 6 mois. À l'actualité, vous le savez, c'est aussi la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire est engagée à freiner la propagation de la pandémie dans le pays. La Côte d'Ivoire qui a enregistré 194 nouveaux cas. Le pays compte désormais 10 996 cas confirmés. Comme on le voit, la pandémie n'est pas terminée. Le gouvernement ivoirien accentue la sensibilisation. Les populations exhortées au respect des gestes barrières. Le point de ce lundi avec le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 6 juillet 2020, 194 nouveaux cas de Covid-19 sur 1404 échantillons prélevés, soit 13,8% des cas positifs, 317 guéris et un décès. Nous avons noté ce jour un décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 70 ans, obèse, diabétique et hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 6 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 996 cas confirmés, dont 5 384 personnes guéries, 75 décès et 5 507 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 65 884. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans le lieu public afin de nous protéger et de protéger les autres. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun si nous voulons stopper la transmission du virus. Si vous toussez, avez de la fièvre,
des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement, leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et dans cette lutte contre la pandémie, la Côte d'Ivoire a le soutien du Japon. Le pays fait don de 2,2 milliards de francs CFA. L'aide japonaise va permettre de renforcer les capacités médicales dans le Grand Abidjan. Les gouvernements ivoiriens et japonais ont signé hier les notes. Des détails avec Abdoulaye Koné. Échange de notes entre l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly. En toile de fond, une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour mieux lutter contre la Covid-19. À l'heure actuelle, la crise pandémique de Covid-19 menace non seulement la vie humaine, mais aussi la vie économique et sociale de toute l'humanité. Le Japon a décidé d'apporter une contribution d'environ 2 milliards de francs CFA à l'UNICEF pour la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de son assistance d'urgence, prévention de la propagation de l'infection au nouveau coronavirus. Mais comment sera utilisée l'aide japonaise à la Côte d'Ivoire? L'aide japonaise sera consacrée au renforcement de la capacité médicale de 5 hôpitaux dans le Grand Abidjan. Il s'agit des centres hospitaliers universitaires de Cocody, de Yopougon, d'Angré et de Trècheville, ainsi que l'hôpital général d'Anyama. Au moment où le monde est confronté à une des crises sanitaires les plus virulentes de ce siècle, je voudrais relever le caractère salutaire de cet appui qui, j'en suis convaincu, permettra d'optimiser les capacités de ces établissements sanitaires pour le grand bien de nos populations. Ces deux nouveaux actes de collaboration axés sur le bien-être des populations ivoiriennes viennent renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et le gouvernement ivoirien fait le point de la gestion de la Covid-19 au quotidien. Les mesures de prévention restent en vigueur. Les populations invitées à les respecter, les autorités sanitaires et la police donnent des détails sur les actions menées. Didier Nguessan. Les 4 et 5 juillet, la police nationale a effectué 5 880 contrôles et mis en fourrière 97 véhicules, soit un taux de satisfaction de 98% selon Bleu Chalmagne. Une bonne note atteignée toutefois par la reprise de plus belle à Abidjan et Boaké de l'activité des engins à 2 et 3 roues. La police nationale s'interroge sur l'exercice pratique de cette activité en cette période de pandémie, de même que sur leur conformité. La réglementation des transports de manière générale est au point de la situation sécuritaire de ce jour. Nonobstant les nombreuses opérations quotidiennes de répression des forces de défense et de sécurité, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, où leur présence est dénoncée, des acteurs des transports à 2 et 3 roues continuent de s'y adonner, clandestinement, au mépris non seulement de la réglementation du secteur des transports, mais également et surtout des mesures sécuritaires et sanitaires barrières édictées depuis le 14 avril 2020 par le ministère des Transports. Sur le plan sanitaire, le pays enregistre 48% de personnes guéries du coronavirus et un faible taux de létalité de 0,70%. Cependant, le virus circule de manière active dans les communautés. Ces données prouvent également que les mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur ne sont pas suffisamment respectées. La situation actuelle impose qu'on marque une pause pour faire chacun son propre bilan et reprendre les choses en main pour des lendemains meilleurs. Car, il faut le rappeler, le coronavirus en cause dans la pandémie actuelle est extrêmement dangereux, voire mortel. Il est aussi très contagieux et n'épargne personne. Heureusement, on peut s'en prémunir ou l'éviter par l'adhésion ou l'adoption des mesures sécuritaires et sanitaires dont les mesures barrières qui sont en vigueur. Respectons-les donc.
Dr Edith Kwasi encourage les populations à fréquenter les centres de santé et à limiter les visites aux personnes vulnérables. Et puis Madagascar a vécu son premier jour du retour au confinement pour Antananarivo et sa région d'Analamanga. La capitale et ses environs font face à un regain de propagation de Covid-19 depuis la semaine dernière. Ce sont des centaines de cas par jour qui sont rapportés, dont 303 hier lundi. Au total, la grande île compte 3250 personnes atteintes du coronavirus, dont 33 décès. 2 mois et demi après avoir retrouvé le droit de circuler et de travailler, les Tananariviens doivent donc rester chez eux. Et ici, en Côte d'Ivoire, parlons d'autre chose à présent. La présidentielle, c'est en octobre. Les leaders communautaires invités à consolider le climat de paix. Ils ont été formés sur le respect des droits de l'homme et le maintien de la cohésion sociale. Walter Amadou Ouattara. À environ 4 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les actions de paix et de maintien de la cohésion sociale sont bien aussi utiles qu'importantes en cette période très sensible, précise Aimé Zébéou. La direction de la promotion du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme initie à cet effet à la mairie de Yopougon un atelier de renforcement de capacité des leaders communautaires et autorités coutumières sur le thème « Le respect des droits de l'homme et le maintien de la cohésion sociale en période électorale ». La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme s'est réjouie de l'implication des leaders communautaires. Raison pour laquelle je voudrais me réjouir pour le choix de la commune de Yopougon, cette grande commune cosmopolite, expression du vivre ensemble à l'Ivoirien par la direction de la promotion des droits de l'homme et de la réglementation pour lancer sa série d'activités similaires. C'est pour vous un devoir en tant que leader communautaire, mais surtout une obligation en tant qu'homme et surtout partisan de paix et agent de développement, d'être le porte-drapeau, sinon le flambeau, de la promotion et de la protection du droit de vote de chaque citoyen. Les leaders communautaires sont invités à être de véritables ambassadeurs de cette paix en expliquant à leurs enfants, voisins, amis et aux membres de leur communauté l'importance du respect des droits de chacun. Et le tour de l'actualité de ce 13h nous emmène à Gagnoa, dans la région du Go. Les populations invitées au respect des prévisions météorologiques. Les fortes pluies ne sont pas encore terminées. Le député Abel Dioré appelle à la vigilance dans la localité. Soro Corona. Abidjan et plusieurs villes de la Côte d'Ivoire sont sous les eaux depuis quelques semaines. Les pluies diluviennes occasionnent inondations, coulées de boue, glissements de terrain, destruction des biens et pertes en vie humaine. Pour éviter ces drames qui créent la désolation dans les familles, le président du conseil d'administration de la Société d'exploitation et de développement aéroportière, aéronautique et météorologique, Sodexam, est monté au créneau. Abel Dioré invite les populations à respecter les prévisions météorologiques. La Sodexam ne fabrique pas le temps. Nous annonçons simplement le temps. Nous annonçons ce qui va arriver. Donc, je souhaiterais que les populations prêtent attention aux prévisions qu'annonce la Sodexam. La météo, en certains lieux, est suivie de façon méticuleuse par les populations. C'est à cela que nous voulons inviter les populations ivoiriennes, pour que chacun s'en tienne aux prévisions annoncées par la météo, afin que nous puissions éviter donc ces drames que nous vivons, qui malheureusement endeuillent plus d'une famille en Côte d'Ivoire. Le PCA de la Sodexam a également appelé les populations à quitter les zones à risque et surtout à la vigilance. Certaines personnes sont toujours dans les zones à risque. Même quand le gouvernement fait le déguerpissement, ces personnes viennent recoloniser ces positions qui sont très dangereuses. En 2019, ce sont plus de 25 personnes qui ont perdu la vie à cause des fortes pluies tombées en Côte d'Ivoire. Pour cette année, déjà 20 morts sont enregistrés à Abidjan.
Dans le reste de l'actualité, les négociations tripartites ont discrètement repris sur le barrage de la Renaissance. Une première séance de reprise de contact a été organisée par l'Afrique du Sud et l'Union africaine en présence de 11 observateurs, dont les États-Unis et l'Union européenne. L'état des négociations doit être examiné par l'UA dans une semaine. L'Éthiopie a laissé entendre qu'elle était prête à démarrer la phase controversée de remplissage du réservoir. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, la lutte contre la Covid-19 se poursuit. Prenez soin de vous. Dieu voulant, on se retrouve demain.